troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Daoud Attal. Et tout de suite dans l'actualité économique, la Tunisie enregistre depuis 2014 sa première baisse du déficit commercial et ce dû en grande partie à la hausse des exportations des produits du secteur agricole. Un bon résultat qu'il faut néanmoins nuancer selon les économistes tunisiens. Aimé Fagofi. Après une année 2014 difficile, la Tunisie vient d'enregistrer une baisse du déficit de sa balance commerciale. Pour le compte du premier trimestre 2015, le déficit commercial s'est établi à 2 444,2 millions de dinars contre 3 280,3 millions en 2014, soit une baisse de 25,4%. Principale raison, la hausse des exportations de 5,1% des produits issus du secteur agroalimentaire en 2014 et la baisse de 4,8% des importations en 2015. Ceci explique le début de bonnes nouvelles, mais ce n'est pas une excellente nouvelle parce que, en fait, les entreprises d'État exportatrices, elles, continuent à souffrir. En particulier, l'entreprise phare de la Tunisie, qui est la compagnie des phosphates de Gafsa, et il ne faut surtout pas que l'embellie qui est due à des facteurs climatiques soit considérée comme étant une sortie permanente de cette crise de balance commerciale. Du côté des industries alimentaires, la Tunisie doit cette performance à la production d'huile d'olive qui a été excédentaire cette année. Le pays a enregistré un excédent de 297 millions de dinars en mars 2015, mais il peut faire mieux pour réduire davantage sa balance commerciale encore déficitaire. Le ministère du Commerce doit d'abord agir sur le premier levier qui est l'amélioration de l'efficacité de l'exportation des produits tunisiens quand ils sortent dans les périodes où la demande est très importante. Par exemple, les oranges dites maltaises de Tunisie sont très demandées en Europe. La Tunisie produit essentiellement les céréales, les olives, les dattes et les agrumes. Ces produits agricoles sont en grande partie tournés vers l'exportation. Le défi aujourd'hui pour le gouvernement réside dans l'innovation agricole afin de développer d'autres cultures pour ne plus dépendre des caprices de la nature. Jean-Marie, on l'a vu dans le reportage, la baisse du déficit commercial est due en grande partie à la hausse des exportations des produits de l'agriculture. Est-ce que cela signifie que la Tunisie doit s'appuyer sur ce secteur agricole pour se relancer ? La Tunisie doit s'appuyer sur ce secteur-là qui est un secteur essentiel qui contribuera d'ailleurs à aider le pays énormément. Tout à l'heure, on nous parlait de la balance commerciale. Vous savez bien que la plupart des économies africaines, tous les États africains sont déficitaires au niveau de la balance commerciale. C'est lié à quoi? C'est lié aux importations des produits alimentaires. Donc là, la Tunisie a vécu une période de soubresaut puisqu'on parlait du printemps arabe là. Donc la Tunisie a fait des efforts énormes ces dernières années en stabilisant l'environnement politique, vous stabilisez en même temps l'environnement économique. Ce qui fait que vous attirez des investisseurs étrangers parce que dans le reportage, vous nous disiez que les entreprises publiques ont du mal. Donc ça voudrait dire que les exportations dont on nous parle sont tirées, comment dirais-je, par les investissements privés. Donc dès l'instant où les investisseurs internationaux constatent que la Tunisie est en train de sécuriser, si vous voulez, les investissements sur place. Donc, il y a un afflux d'investissements directs étrangers qui font en sorte que, et dans un domaine qui est un domaine stratégique d'ailleurs pratiquement pour tous les pays africains, et c'est encore beaucoup plus important pour un pays comme la Tunisie, parce que la Tunisie, si vous voulez, bon, ce sont les agrumes qui sont faits, bon, il y a une partie du désert, les températures sont énormes, donc le fait que les produits aussi que la Tunisie exporte, ce sont les produits qui voient éventuellement la demande mondiale augmenter. Donc à partir de là, dès l'instant qu'on a stabilisé l'environnement politique, l'économie suit. Alors Daouda, malgré ce résultat encourageant, le Premier ministre Habib Essid a reconnu il y a quelques jours que le pays était en train de vivre une situation économique très difficile, en précisant notamment que l'endettement a dépassé les 53% du PIB. Qu'est-ce que cela signifie? Que ça va être compliqué quand même pour la Tunisie de se relancer?
Oui, c'est compliqué parce que la balance commerciale, le fait que la balance commerciale soit excédentaire dans ce cas-là, ne signifie pas forcément une embellie économique. Il faudrait regarder aussi au niveau de la balance des paiements, tout ce qui est investissement direct étranger, etc. Et la balance des paiements est beaucoup plus globale puisqu'il enregistre aussi les flux de capitaux, d'investissement, etc. Et pourquoi oui, tout à fait, le président Essebsi a bien raison dans la mesure où aujourd'hui, si la baisse, si l'accroissement des exportations et la baisse des importations étaient dus à un secteur issu ou à des produits issus de diverses transformations, de la transformation en fait, là ça aurait été beaucoup plus profitable parce que ça veut dire qu'on a gagné un volume d'exportation en créant des emplois, en transformant sur place. Mais là, cette information qu'on a ne signifie pas forcément une création d'emplois, une embellie économique, étant donné que c'est centré sur l'agroalimentaire. Même si l'agriculture est très importante dans ce cas-là en Tunisie, ça ne veut pas forcément dire que les autres secteurs ont contribué aussi à cette balance commerciale qui est excédentaire dans le cas dont nous parlons. Donc tout dépend de l'élément qui tire l'économie en fait. Et dans ce cas-là, c'est pas forcément les secteurs issus les produits qu'on peut transformer et apporter de la valeur ajoutée pour créer des emplois. Jean-Marie, le Premier ministre a également annoncé que la priorité serait donnée aux infrastructures. Est-ce que c'est une bonne orientation ? Tous les pays africains ont un déficit infrastructurel. Tout à l'heure, là, on a parlé de l'Algérie. Il y a Daouda qui a souligné, si vous voulez, un des investissements qui a été mis en place par l'Algérie qui contribue, comment dirais-je, à désenclaver le territoire, dont les infrastructures sont nécessaires pour nos économies africaines. Même Daoud a parlé tout à l'heure de l'agroalimentaire. Bon, c'est une discussion que j'ai souvent avec Jemal ici, là où je lui dis, il me dit que oui, les choses tournent bien. Je lui dis non, pour moi, ça ne tourne pas bien. Si pour toi, le fait qu'on puisse avoir une petite usine qui tourne là, on estime que on est parti quelque part, alors qu'on fait que du surplace. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ces infrastructures-là, vous avez les pays africains se trouvent dans une problématique qui me rappelle l'Union soviétique à un certain moment. En Union soviétique, vous avez les soviétiques qui produisaient pas mal de choses. Mais malheureusement, vous avez des infrastructures qui étaient manquantes. Donc, ce qui fait que vous avez des populations qui mouraient de faim dans certains coins de l'Union soviétique, alors que vous avez une production qui était là. Malheureusement, le manque des infrastructures dans une économie la pénalise énormément. Vous voyez, en Afrique, l'agro-industrie dont parle Daouda, c'est pas évident. Il faut déjà que nous ayons une infrastructure énergétique, c'est-à-dire au niveau, il faut faire tourner des usines avec quoi? Avec de l'électricité. Donc ces infrastructures-là, de mon point de vue, vraiment, Fanny, vous m'avez posé la question, mais c'est vraiment primordial pour l'Afrique qu'on construise ces infrastructures-là, parce que ce sont elles qui tirent la croissance vers le haut. Sans ces infrastructures-là, vous avez les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise ne va pas aller mettre, son champ à 10 km sans avoir une route qui lui permette de sortir sa production de son champ. Merci messieurs. Dans l'actualité également, le choix du Gabon pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017. La désignation s'est faite ce mercredi. Pour rappel, c'était la Libye qui était à l'origine le pays hôte, mais obligé de se désister en raison de la situation sécuritaire. Jean-Célestin Djangué et Kekeli Afeto. C'est donc le Gabon qui organisera la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football, la CAF, lors de son assemblée générale ce mercredi 8 avril au Caire. La candidature du Gabon a été préférée à celle du Ghana et de l'Algérie, une décision qui fait la joie du pays des Panthères. C'est un grand mouvement pour la jeunesse gabonaise et pour l'économie gabonaise. Ça veut dire que la CAN va à nouveau nous permettre de poursuivre l'investissement, d'attirer davantage de temps au Gabon et d'avoir de l'emploi pour les jeunes Gabonais et pour les jeunes Africains. C'est une grande nouvelle pour le Gabon et pour le continent. Le Gabon avait co-organisé la CAN 2012 avec la Guinée équatoriale avant que cette dernière n'abrite la CAN 2015 face à la défection du Maroc pour cause d'Ebola. Une compétition qui avait connu un vrai succès sportif et populaire. Mais pour de nombreux observateurs, il y a lieu de s'interroger sur ce que l'Afrique centrale soit devenue la seule terre du ballon rond continental. Ce qui est fort dans tout cela, c'est qu'en 2015, même sans le vouloir, mais en 2015, on aura été en Afrique centrale.
En 2017, on sera en Afrique centrale. En 2019, on sera en Afrique centrale, c'est-à-dire que le football africain va habiter l'Afrique centrale. Je me dis que les autres ne vont pas manquer de nous le faire remarquer et qu'il faudra une argumentation solide à la CAF pour convaincre le reste de l'Afrique que la seule terre accueillante en ce moment soit l'Afrique centrale. L'Algérie, candidate malheureuse pour l'organisation des CAN 2019 et 2021, était en course avec le Ghana, organisateur de la CAN 2008, pour accueillir en 2017 la plus importante compétition continentale du ballon rond. La CAF en a décidé autrement et désigné le Gabon pour abriter la CAN 2017. Daouda, que pensez-vous du choix du Gabon pour la CAN 2017 ? Je pense que c'est une bonne chose pour le Gabon, en tout cas. J'ai surtout une pensée pour ceux qui voulaient l'organiser, l'Algérie et le Ghana, et qui n'ont pas été choisis tout simplement pour diverses raisons. Hein. Mais pour le Gabon, puisque la question concerne le Gabon, je pense que c'est une bonne chose. Ça va quand même permettre de... Au moment où, alors je vais faire une lecture un petit peu politico-économique, hein, même si on parle de sport, au moment où il y a une chute quand même du pétrole et que l'économie gabonaise est un peu à la traîne, hein, ça avec le plan Gabon émergent, le foot va être la CAN 2017 va être une sorte de bouffée d'air, hein, puisque le tourisme va être dopé, un certain nombre d'infrastructures seront sans doute mis en place. L'économie va tourner pendant cette période, même si c'est une courte période. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et puis 5 ans après, je pense que le Gabon a des infrastructures assez solides. C'est une CAN qui s'était bien déroulée la dernière fois, très bien déroulée. Et je pense que ça a dû jouer sur la balance. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas été retenus, j'ai envie de dire une prochaine fois sera la bonne. Jean-Marie, d'après vous, pourquoi le choix s'est porté sur le Gabon ? Le Gabon a déjà une partie des infrastructures. Il ne faut pas oublier que on a vécu, si vous voulez, la CAN de la Guinée équatoriale, mais que la précédente, elle était co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Donc, ce qui fait que là-dessus, les infrastructures dont dispose le Gabon aujourd'hui lui permettent, si vous voulez, d'être dans les délais. Parce que dans des événements comme les CAN, les championnats d'Europe, les Coupes du Monde, c'est toujours, vous avez une question de délai là-dedans. Donc, à partir de là, la Confédération africaine de football part sur l'hypothèse que il y a déjà une partie des travaux qui sont faits, dont le Gabon, si vous voulez, n'aura que très très peu de choses à faire. Mais pour revenir à ce que Daouda disait tout à l'heure, c'est intéressant toujours pour des pays, c'est-à-dire organiser des événements comme cela. On parlait de la phase structurelle là tout à l'heure. Quand les pays africains peuvent se servir, si vous voulez, de ce levier-là pour essayer de construire, de bâtir des infrastructures. Mais il faut déjà, en amont, qu'il y ait un plan d'urbanisation qui soit cohérent, si vous voulez, dans la ville. Donc, je pense que concernant le Gabon, c'est une très très bonne chose, dans la mesure où il permettra au Gabon peut-être d'améliorer, puisque là, ils ne sont plus co-organisateurs, ils organisent seuls, pour pouvoir construire des infrastructures conséquentes, surtout pour l'après qui peuvent servir à l'économie gabonaise. Alors justement, Daouda, la dernière fois, le Gabon avait co-organisé. Là, il sera seul. Est-ce qu'il peut supporter seul toute l'organisation de cette grande compétition continentale ? Je pense que l'expérience commune qu'elle a eue avec la Guinée équatoriale, pareil, on était dans la même situation. La Guinée équatoriale a co-organisé avec le Gabon. Cette année, la Guinée équatoriale a organisé toute seule. Donc je pense que là où elle réussit, le Gabon peut aussi réussir, hein, d'autant plus qu'il y a quand même un certain nombre d'infrastructures qui sont là, qui vont encore devoir être renforcées. Le climat politico-social devra aussi s'apaiser un petit peu pour bien accueillir tous les hôtes. Mais je pense que oui, pour revenir à la question, je vois pas de barrière majeure pour l'organisation de cette CAN 2017 par le Gabon. Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacré au Togo. Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Jean-Marie, merci également. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir toujours d'être sur le plateau. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.